Bienvenue dans votre journal de l'international et merci d'avoir choisi Tchad Info TV pour vous informer. 250 morts et plusieurs disparus dans un glissement de terrain survenu lundi dans le sud de l'Éthiopie. L'Organisation des Nations Unies, ONU, redoute l'aggravation de la situation et estime que le bilan risque de s'alourdir. Des dizaines de journalistes manifestent au Kenya pour protester contre des menaces et des intimidations venant des autorités. Lors des manifestations contre le gouvernement, ces derniers ont été la cible de la police selon les responsables des médias. Et puis les Jeux Olympiques de Paris sont ouverts ce 26 juillet. Environ 1800 policiers étrangers sont présents pour aider leurs homologues à assurer la sécurité pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est tout pour les titres que nous développerons dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Plus de 250 morts, c'est le bilan d'un glissement de terrain. La catastrophe est survenue lundi dans le sud de l'Éthiopie. L'ONU redoute dans un rapport de situation que le bilan ne s'alourdisse rapidement. Les agences humanitaires se démènent également pour aider la communauté sinistrée. Ras Mordim Leila pour plus de précision. Le bilan du glissement de terrain survenu lundi dans une zone difficile d'accès du sud de l'Éthiopie est désormais de 257 morts et pourrait atteindre les 500 tués, rapporte ce jeudi 25 juillet l'agence humanitaire de l'ONU. Ce glissement de terrain est le plus meurtrier connu en Éthiopie, dès un pays le plus peuplé du continent africain, dont plus de 3/4 des 120 millions d'habitants vivent en zone rurale. Quelques jours après la catastrophe, les habitants continuent de chercher des victimes, creusant l'épaisse couche de glaise à main nue ou à l'aide des pelles. Plus de 15 500 personnes vivant dans des zones alentours, présentant un risque élevé de nouveaux glissements de terrain, étaient en attente d'évacuation par les autorités, poursuit le chat. Parmi elles figurent au moins 1320 enfants d'au moins de 5 ans, et 5293 femmes enceintes et allaitantes. De l'aide a commencé à arriver dans cette zone reculée du sud éthiopien, située à près de 500 km et plus de 10 heures de route de la capitale Addis Abeba. La catastrophe est survenue dans le Kébélé, plus petite division administrative de Kesho, Chacha, Gosdi, zone rurale, et vallonnée, située dans l'état régional d'Éthiopie du Sud. De fortes précipitations y sont longuement tombées dimanche soir. Un pan de colline s'est effondré lundi matin, touchant plusieurs habitations avant qu'un autre glissement de terrain n'engloutisse de nombreux habitants accourus pour porter secours. L'état d'Éthiopie du Sud fait partie de nombreuses zones qui ont été touchées par des inondations en avril et mai en Éthiopie pendant la petite saison des pluies. Ras Mordim Leila reste avec nous et cette fois-ci nous allons au Kenya où des dizaines de représentants des médias ont participé mercredi à des rassemblements dans plusieurs villes de ce pays pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme des menaces et des intimidations de la part des autorités. Ceci en raison des attaques de la police contre les journalistes lors des manifestations anti-gouvernementales qui ont secoué le pays au cours des 5 dernières semaines. Les journalistes, dont beaucoup étaient vêtus de blanc, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « La vie des journalistes compte »,« Ne tirez pas sur les messagers » et « Mettez fin à la brutalité ». Les rassemblements ont été organisés après des attaques contre des journalistes couvrant des manifestations antigouvernementales. Le Kenya est touché depuis le 18 juin par des manifestations menées à l'origine par les jeunes de la génération Z, ulcérés par un projet de budget prévoyant des augmentations des taxes sur des produits du quotidien, finalement retirés par le président Ruto devant l'ampleur de la mobilisation. Le 25 juin, la mobilisation avait viré au chaos après que des manifestants eurent brièvement occupé le Parlement. La police avait alors tiré à balles réelles. Et selon une organisation officielle de défense des droits humains, au moins 50 personnes ont été tuées et plus de 400 blessés depuis le début des manifestations. Les journalistes qui couvraient les événements ont été la cible des tirs, des gaz lacrymogènes et des canons à eau, ont affirmé des groupes de médias. Des journalistes de la capitale Nairobi
ont présenté une pétition au quartier général de la police avant de se rendre au Parlement. Le conseiller des médias du Kenya, organisme financé par l'État, s'est dit profondément préoccupé par la détérioration des relations entre les médias et le gouvernement, affirmant dans un communiqué publié lundi que cela a donné lieu à des menaces injustifiées, à des jets de reproches, à la coercition, à l'intimidation et à l'animosité. Le Kenya est considéré comme une démocratie stable dans une Afrique de l'Est en proie à des troubles. 3 candidats retenus par l'ANI, l'autorité électorale algérienne, pour l'élection présidentielle anticipée qui se déroulera le 7 septembre prochain. Parmi les 3 prétendants, celle du président sortant Abdelmadjid Tebboune. La campagne électorale est prévue pour débuter le 15 août. Les détails avec Yves Ismaël. C'est désormais officiel. L'autorité électorale en Algérie a annoncé jeudi 25 juillet avoir accepté 3 candidatures pour l'élection présidentielle anticipée du 7 septembre, dont celle du président sortant Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier est largement favori. Les 3 candidats dont les dossiers ont été acceptés sont Abdelali Hassani et Youssef Aouchiche et Abdelmadjid Tebboune, a déclaré en conférence de presse le président de l'ANI, Mohamed Charfi. 13 autres aspirants ont vu leur dossier rejeté car ils n'ont pas recueilli le nombre de parrainages nécessaires. Ils ont 48 heures pour déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Les prétendants devaient présenter au moins 600 signatures d'élus de différentes assemblées reparties dans 29 préfectures, ou au minimum 50 000 signatures d'électeurs inscrits avec au moins 1200 signatures par préfecture. Abdelmadjid Tebboune, 68 ans, a annoncé le 11 juillet vouloir briguer un 2e mandat après avoir anticipé de 4 mois à début septembre le scrutin présidentiel dans ce pays nord-africain de 45 millions d'habitants. Riche en hydrocarbures et premier exportateur de gaz d'Afrique, il avait été élu en décembre 2019 lors d'une élection à faible affluence, environ 40% dans la foulée du Irak. Ces manifestations massives pro-démocratiques qui avaient entraîné la chute en avril de la même année de son prédécesseur Abdelaziz Bouteflika après 20 ans de pouvoir. Le 2e candidat sera Abdelali Hassani, un ingénieur des travaux publics de 57 ans, président du principal parti islamique, le mouvement de la Société pour la paix, qui n'avait pas participé au scrutin de 2019. Le 3e prétendant, Youssef Aouchiche, un ancien journaliste et député de 41 ans, est depuis 2020 le chef du Front de Force Socialiste, un parti d'opposition historique ancré dans la région de Kabylie. Et puis en Californie, un violent incendie déclaré mardi soir a provoqué l'évacuation de plus de 3500 personnes selon les autorités locales. Environ 180 km² ont été ravagés par des flammes. Suivez le commentaire de Habiba Hangini Mahamat. Au total, quelques 180 km² ont été ravagés par les flammes dans le nord de la Californie, entraînant ainsi l'évacuation de plus de 3500 personnes. Les pompiers californiens luttent jeudi contre un violent incendie qui se propage de manière très rapide dans le nord de la Californie. Selon les autorités locales, le parc Fire s'est déclenché mercredi soir au dernier jour d'une nouvelle vague de chaleur qui touchait la région. En l'espace d'une nuit, il a déjà ravagé plus de 180 km² et provoqué l'évacuation de plus de 3500 personnes. D'après un communiqué du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ce feu de forêt ravive des mauvais souvenirs en Californie. Chico est situé à seulement une vingtaine de kilomètres de Paradis, ville qui avait été détruite par un violent incendie en 2018 et où 85 personnes étaient mortes. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. Mi-juillet, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, avait mis en garde contre une saison de feu qui s'annonce très active. Après 2 années de répit, permises par des hivers très pluvieux qui ont permis à la végétation de repousser et d'agir comme du combustible lorsqu'elle se dessèche. À la mi-juillet, l'effet de brousse avait ainsi ravagé 840 km² depuis le début de l'année, contre une moyenne de 156 km² à la même époque, lors de 5 dernières années. Une centaine de proches d'opposants au président tunisien Kais Saïed, emprisonnés pour certains depuis près d'1 an et demi, ont manifesté jeudi à Tunis. Manifestation tenue à l'occasion de la fête de la République en Tunisie pour réclamer leur libération. Yves Ismaël.
Le jour du 60e anniversaire de la République tunisienne, une centaine de proches d'opposants au président Kais Saied, emprisonnés pour certains depuis près d'1 an et demi, ont manifesté jeudi pour réclamer leur libération, arborant des t-shirts avec des photos des détenus en tenant des couffins servant à leur apporter de la nourriture en prison. Les familles ont défilé dans le centre de Tunis, scandant des slogans contre le président Saïd, auteur il y a exactement 3 ans d'un coup de force par lequel il s'est octroyé les pleins pouvoirs. Depuis février 2023, les autorités ont arrêté une vingtaine d'opposants politiques et des personnalités, parmi lesquelles des hommes d'affaires accusés de complot contre la sûreté de l'État et qualifiés de terroristes par Kais Saied et candidat à sa réélection en octobre. Des ONG dont Amnesty International ont dénoncé une chasse aux sorcières motivée par des considérations politiques. Parmi eux figurent des dirigeants du parti islamo-conservateur Ennahda qui a dominé la vie politique après la révolution du Jasmine de 2011, du Front de Salut National, principale coalition d'opposition, ainsi que de mouvements de gauche. La mobilisation de jeudi pour exiger la libération de tous les détenus a été entièrement organisée par les familles. C'est notre affaire et notre priorité, a indiqué à l'AFP Mouna Ibrahim, épouse Abdelhamid Jelassi, un responsable d'Ennahda, en dénonçant une injustice. Le typhon Gaimi frappe les côtes de l'Est et le Sud de la Chine, provoquant ainsi l'évacuation de 300 000 personnes et d'importantes perturbations dans les transports selon les médias d'État. Il a touché mortellement Taïwan où 5 personnes sont mortes. Bekoutou Junior. Le typhon Gaimi a touché la terre jeudi dans la province chinoise de Fujian, après avoir fait 5 morts à Taïwan et partiellement inondé sa deuxième plus grande ville, tandis que les secours recherchaient 6 marins portés disparus après le naufrage de leur cargo dans la tempête. Gaimi, qui a perdu en intensité dans la matinée, a atteint l'est de la Chine peu avant 20h heure locale, a annoncé la télévision d'État chinoise CCTV. Dans le Fujian, où le trafic ferroviaire a été provisoirement arrêté. Le deuxième niveau d'alerte le plus élevé en matière d'inondation a été déclenché. Les autorités chinoises ont averti que les précipitations extrêmement fortes risquaient d'entraîner un gonflement des cours d'eau et des lacs de cette province ainsi que de celles voisines du Zhejiang. Auparavant, le typhon le plus violent à avoir frappé Taïwan en 8 ans avait transformé en véritable rivière des artères de la cité méridionale de Kaohsiung. Il avait touché la terre sur cette île mercredi soir avec des rafales ayant pour certaines atteint 190 km/h. Pour la deuxième journée consécutive, les écoles, les bureaux sont restés fermés. Des centaines de vols ont été annulés. La bourse a suspendu ses opérations et des milliers de personnes ont été évacuées. Un motard écrasé par la chute d'un arbre et une femme victime d'un glissement de terrain ont péri à Kaohsiung. Une conductrice a été tuée dans la région orientale de Hualien. Un homme a perdu la vie à Tainan dans le sud, tout comme une autre personne. Quelques 500 blessés ont en outre été comptabilisés. Près de 1800 policiers étrangers sont présents à Paris pour renforcer les équipes locales. C'est dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris que la France a décidé de renforcer la sécurité. Affectés à divers services, ces agents ont des missions similaires à celles de leurs homologues français, mais ne jouissent pas forcément des mêmes prérogatives. Aimé Dolinassou. Les forces de l'ordre étrangères viennent de 40 pays partenaires, principalement européens. Ces renforts étrangers sont mobilisés aux côtés des agents de la préfecture, de la police de Paris, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que de la sécurité civile, indique le ministère de l'Intérieur. Leur présence est notable dans les gares, les aéroports et autour de 39 sites olympiques. Ces policiers étrangers incluent des équipes cynophiles, des experts anti-drones, des gardes-frontières, des démineurs, des cavaliers et des motocyclistes. À titre d'exemple, 175 policiers d'Espagnols en France, déployés à Paris, Bordeaux, Toulouse, Nice, Perpignan et Hendaye. La coopération internationale repose sur la décision Prüm
qui facilitent l'arrivée des renforts étrangers pour des événements tels que les Jeux olympiques. Ces agents peuvent porter leur uniforme et être armés en vertu de l'article R315-6 du Code de la sécurité intérieure. Ils sont ainsi autorisés à détenir une arme de poing ainsi que ses munitions, mais également une matraque ou bâton télescopique ou générateur d'aérosols, lacrymogènes ou incapacitant, selon un décret du 27 juin 2024. Cependant, l'usage de leurs armes est strictement réglementé et limité à la légitime défense de soi-même ou d'autrui, selon le ministère de l'Intérieur. De plus, les renforts étrangers n'ont pas de prérogatives judiciaires dans l'Hexagone et opèrent toujours en binôme avec les forces françaises qui seront donc les seules à pouvoir procéder à des interpellations. Et c'est ici que s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau journal de l'International. Très bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.